Pile-poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, avec Fabrice Midal. Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RCJ. Vous êtes philosophe, écrivain à succès, on pourrait dire, et philosophe à succès aussi. Et vous êtes notamment l'auteur d'un best-seller qui a pour titre Foutez-nous la paix et commencez à vivre. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Pardon, foutez-vous la paix. Foutez-vous la ça, paix. Foutez-vous la paix, bien sûr. Et donc, Fabrice Midal, là, le livre que vous venez de publier chez Flammarion Versilio, c'est Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Fabrice, est-ce que vous êtes un professeur de bonheur? Non, je ne dirais pas un professeur de bonheur, parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais que j'essaye d'aider les gens à se poser la question du bonheur, qui est la grande question philosophique, parce qu'au fond, votre question pose tout de suite l'ambiguïté. Aujourd'hui, la question du bonheur, elle semble le lieu de sortes de coachs qui vous disent ce qu'il faut faire pour être heureux, qui ne me semblent pas du tout qui me semblent pas souvent pertinents, alors que quand même, c'est la grande question philosophique. La question d'Aristote, la question de Platon, c'est qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce qui me rend heureux, parce que par là, je m'engage dans une vie bonne et que je suis obligé de faire un petit travail de philosophie en me disant, mais au fond, qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que ce qui me rend heureux, c'est de m'énerver encore? Est-ce que ce qui me rend heureux, c'est juste de me battre pour ceci ou pour cela? Ou est-ce que ce qui me rend heureux, c'est de favoriser les relations, c'est de prendre soin de mon âme? Qu'est-ce qui, au fond, participe vraiment de mon bonheur? Et donc, je dirais, ça c'est le premier axe de réponse. Et puis après, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire pour être heureux. J'essaye de les aider à sortir peut-être d'un certain nombre de fausses idées qui nous empêchent de nous engager comme il faut pour être heureux et qui nous conduisent au fond à nous égarer. Et une des premières choses qui nous égare, c'est l'idée que le bonheur serait une sorte d'état de perfection dans l'idéal, dans lequel tout irait bien. C'est l'image du couple au bord de la piscine, tout va bien, les enfants sont contents, et qu'être heureux, ce serait ça. Et par rapport à ça, on se sent tous pas heureux par rapport à cette image. Et je trouve que cette idée est fausse. Et donc, se libérer de cette idée, c'est pouvoir être heureux. Dès le début de votre livre, dès la page 2, vous dites « Le bonheur n'est en aucun cas un état, ni une sorte de flash ou du fulgurance, mais il est un chemin. Il est une émotion qui nous nourrit et qui est nourrie par tous les éléments de notre vie. Autrement dit, c'est l'aventure de la vie qui rend heureux. » Oui, là-dessus, le judaïsme nous aide beaucoup, puisque au cœur du judaïsme, il y a cette idée qu'il faut toujours être en mouvement. Le texte est à lire et à relire, et il n'est jamais figé. Et au fond, on peut dire qu'une des grandes idées du judaïsme, c'est d'éviter l'idolâtrie, de figer quelque chose qui deviendrait vérité. Et qu'au contraire, c'est l'interrogation infinie qui seule est juste. Et donc, au fond, là, je pense que aussi la tradition juive peut nous dire énormément sur le sens profond du bonheur, qui est plus voilà, une confrontation sans cesse à reprendre. Et pas, voilà,
on est figé, on est heureux parce que tout va bien, on n'a aucun problème. Non, on a des difficultés qu'il faut apprendre à lire, il y a des problèmes dans le monde qu'il faut apprendre à lire, et comment j'apporte ma contribution à ce monde, comment j'œuvre par mon action à faire que ce monde aille mieux, comment je peux réparer le monde. Au fond, ça c'est aussi une idée centrale à mon livre qu'on trouve beaucoup dans la Kabbale, l'idée que l'être humain est venu pour réparer le monde, qu'il y a quelque chose de brisé et que nous avons à le réparer. Et je pense que penser qu'on est heureux parce qu'on répare le monde est beaucoup plus juste que cette image aujourd'hui complètement niaise qu'on est heureux parce qu'on vit dans un bien-être un peu plat. Et aujourd'hui, c'est ça le grand problème. Les gens pensent que le bonheur, c'est d'être dans le bien-être, mais le bien-être n'est pas le bonheur. Et prenons un exemple tout simple pour que ce soit concret, sinon personne n'aurait d'enfants, parce que quand vous avez des enfants, c'est des fois dur, vous devez vous lever au milieu de la nuit, mais vous êtes heureux parce que ça a du sens et que ça ouvre à un possible, ça ouvre à quelque chose qui fait sens. Et je crois qu'on arrive à le comprendre avec un enfant, mais après, dans notre vie de tous les jours, on est vraiment illusionné par voilà, ce que nous raconte un peu tout le temps, qu'on entend partout, que voilà, pour être heureux, il ne faudrait pas être triste, il ne faudrait pas être angoissé, il ne faudrait pas être malheureux, il ne faudrait pas avoir de problème, il ne faudrait pas jamais être malade. Et ce n'est pas la vraie vie. Oui, c'est ça. Fabrice Midal, vous remettez complètement en place cette notion de bonheur qui n'est pas un état, effectivement, qui est une dynamique. Et là, vous faites allusion effectivement à la tradition juive. Vous êtes philosophe, mais dans quelle mesure est-ce que vous avez été aussi influencé par la tradition juive? Vous êtes dans une famille juive ashkénaze, je crois. Absolument. On va être très marqué. Je pense que la tradition juive me nourrit profondément, évidemment dans l'aspect de voir qu'est-ce qu'on peut faire après, comment tenir le coup après la Shoah. Donc ça, j'en avais écrit dans mon livre Auschwitz sous l'impossible regard, où j'essaie de penser beaucoup de choses. Et puis après, la tradition juive et particulièrement la tradition hassidique a beaucoup nourri ma réflexion. Je pense que ce sont mes racines qui nourrissent ma manière de penser. Et voilà. Après, il y a plein d'auteurs juifs qui comptent beaucoup pour moi et qui sont vraiment Vous parlez beaucoup essentiels. de Kafka, vous parlez dans ce livre, notamment. Oui, oui, Kafka, puis toute la tradition hassidique pour lequel qui me parle beaucoup. Oui, on sent que la joie, l'enthousiasme est quelque Ah oui, chose. c'est tout à fait clair. Je n'avais pas du tout pensé à ça, mais vous avez raison. Une des grands axes du livre, c'est que pour être heureux, il faut être enthousiaste et dans la joie. Voilà, ce qui Que est quand c'est même. absolument central, que le bonheur, c'est pas plat et donc il y a de l'enthousiasme. Vous avez raison. Et ça, c'est Il y a un des vraiment marqueurs du hasidisme, bien sûr. absolument. Voilà, après, c'est sûr que je suis un grand lecteur de Martin Buber, que j'aime absolument beaucoup, parce que je trouve qu'il montre une voie du bonheur qui est très incarnée, que vraiment il a toujours le souci. Malheureusement, souvent, quand on parle de spiritualité en France, on a l'impression du coup que c'est une coupure avec l'existence concrète et la plus simple. Et vous me disiez avant qu'on commence l'émission que vous étiez frappé par le fait que mon livre est plein de références philosophiques, mais c'est très lisible, très simple, très concret. Mais ça, c'est vraiment quelque chose aussi au cœur de la tradition juive et qu'on voit particulièrement chez Martin Buber, qui est vraiment la possibilité de parler de choses très profondes, mais tout de suite concrètes, dans la vie quotidienne, avec des petites actions, et que le plus haut doit aussi se montrer dans le plus simple. Mais au fond, c'est tout le génie de la tradition juive avec ses rites, où on va bientôt c'est bientôt Pessah, et on voit bien que c'est des actes très simples, symboliques, mythiques, qui incarnent une vision spirituelle très haute. Et je suis aussi très sensible à l'articulation entre ces deux éléments et sortir de cette vision, voilà, que soit on est uniquement voué
à une sorte de matérialité consumériste et vide, ou alors dans une spiritualité un peu éthérée. Et je trouve que la tradition juive a beaucoup de ressources pour essayer de penser, au contraire, leur unité intrinsèque. Alors, Fabrice Midal, vous, effectivement, vous ne restez pas éthéré dans une spiritualité un petit peu aérienne. Vous donnez tout de même beaucoup j'allais dire de trucs, mais enfin c'est pas des recettes, mais enfin des directions très concrètes pour être plus heureux, et puis, ou pour être moins malheureux, ou pour, disons, peut-être, pour dire les choses différemment, pour mieux voir où est le bonheur à l'intérieur de notre vie. Et à certains moments, on peut se penser malheureux alors que finalement, on ne l'est pas forcément beaucoup. Et par exemple, et vous dites quelque chose qui m'a beaucoup parlé. euh, Vous dites que dans la vie, on s'impose des choses. On se dit souvent, Euh, il faut que je fasse ça. Il faut que je m'occupe de mes parents. Il faut que, je ne sais pas, je maigrisse. Il faut. Et tous ces il faut, finalement, forment une espèce de gang qui nous enserre et qui est parfaitement inutile. Oui, alors vous avez tout à fait raison de souligner, qui est un peu un des axes de ce que j'essayais de faire. En lisant mon livre, beaucoup de gens se rendent compte, c'est du reste le retour que j'ai, puisque le livre est sorti maintenant depuis quelques semaines, que les gens se rendent compte qu'il y a plein d'endroits où ils sont heureux dans leur vie qu'ils ne voyaient pas. Parce que voilà, on a vraiment, comme on a cette fausse idée, donc je trouve que ça, c'est très bien vu. Oui, et j'essaie souvent de montrer que nous, nous confondons l'éthique, voilà, j'ai le devoir de faire ceci, j'ai le devoir de prendre soin de mes parents, qui nous tient, qui est vraiment importante, avec une sorte de il faut qui vient nous culpabiliser en permanence et faire que ce que l'on fait ne va jamais, alors qu'au fond, il s'agit aussi de faire les choses en retrouvant la joie de les faire, en faisant par amour plutôt que par sacrifice. On est beaucoup pris dans l'idée, À la limite, il vaut mieux ne pas les faire par sacrifice. oui, il faut les faire par amour plutôt que par sacrifice. Vous savez, si une mère dit à son enfant, je me sacrifie pour toi, ben c'est lourdingue, hein. Et si la mère dit, je fais ça parce que ça me fait plaisir, c'est libérateur. Et je crois qu'il s'agit, encore une fois, il y a des choses qu'on fait qu'on n'a pas envie de faire, qu'on fait par éthique, mais il faut arriver à les faire par éthique et pas par cette sorte de devoir étouffant. Alors ça, c'est pour certaines choses. Et puis après, il y a plein de choses sur lesquelles on dit il faut et qui sont aucune éthique du tout, qui sont juste l'environnement. Il faut faire ceci parce que tout le monde le fait, il faut faire cela parce qu'on nous dit qu'il faut le faire, mais au fond, ça correspond à rien que je sens au fond de moi. Donc là, il n'y a plus du tout d'éthique. Je suis pris, voilà. Si en vous prenant l'exemple, je dois m'occuper de mes parents. Si ma mère est malade, ce n'est pas de ma faute et j'y peux rien. Je peux faire ce que je peux pour l'aider, mais après, si je me sens coupable qu'elle soit malade, c'est absolument hors sujet. La culpabilité dedans, personne ne peut porter l'autre. Nous pouvons faire ce que nous pouvons, mais dans les limites de notre propre humanité. Et là, il s'agit vraiment d'assumer que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous ne Ouais. sommes pas Dieu. Et c'est très important d'accepter ce que les philosophes grecs appelaient notre finitude, mais nous ne sommes pas Dieu, et il est important de rester à notre place. Et au fond, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est pour être heureux, assumons d'être des êtres humains qui sont limités, et essayons de faire le mieux possible, vraiment de nous engager de tout notre cœur, mais en assumant nos limites et en ne prenant pas à notre charge ce qui n'est pas à notre charge. Par exemple, il est inutile de se sacrifier. Je pense que le sacrifice, une des grands axes de mon travail, c'est que le sacrifice est une mauvaise idée. Je pense qu'il ne faut pas se sacrifier, il faut faire les choses
d'un autre point de vue. Et je travaille cette question depuis longtemps, mais un moment décisif dans ma vie sur cette histoire, sur cette question du sacrifice, c'était au moment où le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est mort en arrêtant un terroriste À Carcassonne, c'est ça, c'était une prise d'otage. à Trèbes, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Et tout le monde avait dit le lendemain, le président, tout le monde, que c'était un héros qui s'était sacrifié. Et j'étais mal à l'aise, mais je n'arrivais pas bien à dire la chose. Mais la mère d'Arnaud Beltrame avait publié une tribune en disant mais c'est arrêté, mon fils ne s'est pas sacrifié. Mon fils est mort en héros en voulant arrêter le terrorisme. Il n'avait aucune envie de mourir. Il avait tout à fait envie de vivre. Il pensait qu'il avait une chance de réussir. Et donc, il est mort, au fond, par sens du devoir et par sens d'amour. Et il ne s'est pas sacrifié. Sinon, il n'y a aucune différence entre le terroriste qui s'est sacrifié et mon fils. Ouais. J'ai trouvé ça très, très fort. C'est magnifiquement vu de la part de la mère. Oui. Et après, parce qu'on voit tout de suite ceux qui parlent complètement hors sol, il s'est sacrifié, et puis quelqu'un qui vit dans le concret, la mère qui aime son fils et qui dit là quelque chose de très vrai et de très fort. Et en plus, après, on a su tout l'engagement spirituel d'Arnaud Beltrame, qui avait vraiment un engagement spirituel très fort. Et au fond, c'est au nom d'une certaine vision de l'humanité qu'il a pensé qu'il fallait éviter la mort d'innocents et qu'il fallait prendre le risque de perdre la sienne, et qui n'a plus rien à voir avec le sacrifice. Alors, je prends un exemple un peu extrême, mais c'est pour montrer que quand je parle que le sacrifice est une mauvaise idée, ce n'est pas au nom d'un individualisme égocentrique, c'est au nom, au fond, d'une forme de générosité, mais qu'il s'agit toujours d'être généreux et de donner place à l'autre sans perdre la sienne. Que nous nous trompons en pensant que nous ne devons pas prendre soin de nous. Nous devons prendre soin de nous comme nous devons prendre soin de l'autre. C'est un devoir fondamental. Et c'est ça que j'essaye de montrer dans ce livre, que pour être heureux, il faut trouver la justesse à partir duquel on agit et se libérer, au fond, de toute une nasse de honte. Parce qu'au fond, derrière le sacrifice, il y a l'idée que mon existence est honteuse, que je suis coupable d'être. Enfin, il y a plein de choses là qu'il s'agit de nous libérer. Et un des grands axes de mon travail, c'est apprendre à nous libérer de la honte et de la culpabilité. Oui, c'est ça. On a l'impression que vous essayez de nous alléger l'existence. Et c'est ça peut-être qui va nous rendre heureux. Nous alléger l'existence pour faire émerger peut-être les aspects les plus joyeux qui sont en nous et qui sont alourdis par des tas de choses complètement inutiles. J'aimais bien votre référence du début sur le lien entre toute la tradition hassidique, ou comment, alors que la tradition hassidique est née dans des situations très difficiles où les Juifs vivaient dans une très grande pauvreté, dans un environnement souvent plein d'antisémitisme, donc un monde pas du tout facile. Et comme ça, il y a eu un embrasement de la Galicie, la Pologne, de tous ces pays, pour retrouver une sorte d'enthousiasme. Un peu en opposition avec un rabbinisme très intellectuel et un peu pesant. Absolument. Évidemment, on comprend, oui, c'est clair que je me sens évidemment de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de un rabbinisme pesant, dogmatique, il y a ça, Foucault, et qui n'est pas du tout incarné dans l'existence concrète. Il faut dans les religions, enfin dans la religion juive ou dans les religions en général, beaucoup de il faut. Je dirais, c'est quand la religion perd sa sève. Quand elle a sa sève, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est plutôt faire alliance avec la vie. C'est quand même une alliance avec la vie. Et donc, vous avez raison, au cœur de mon livre, il y a vraiment cette ambition profonde de montrer que la joie et l'enthousiasme ne sont pas des options, ne viennent pas quand tout est réglé et que nous avons
que nous sommes dans un monde idyllique, mais que nous méritons tous d'être heureux et qu'au fond, peut-être nous avons un devoir d'être heureux. Au fond, nous avons reçu le don de l'existence et être heureux est au fond un devoir. Et nous prenons trop souvent le bonheur, voilà, ça me tombe dessus, c'est bien, un truc très, au fond, assez égocentrique et étroit. Et moi, j'essaie de montrer, mais non, au contraire, le bonheur, c'est le devoir que j'ai en tant qu'être humain de célébrer la vie dont j'ai la responsabilité et qu'être heureux, c'est ma manière d'aider le monde. Parmi toutes les réflexions tout à fait passionnantes que vous nous donnez, on va pas toutes les passer en revue dans ce livre. Je rappelle tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Fabrice Midal, il y a quelque chose de très éclairant que vous écrivez à un moment dans le livre, je ne sais plus où exactement, et vous faites la différence entre objectif et projet. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose là auquel je n'avais pas pensé. On se donne des objectifs, souvent, qui nous écrasent. Parfois, ce sont les autres qui nous donnent des objectifs, qui nous disent, il faut que tu fasses ci et ça et ça. Ça arrive quand on est enfant, mais ça arrive aussi dans les entreprises. Les objectifs ont tendance à nous écraser, alors que le projet, c'est totalement différent. Le projet, c'est aussi une projection de l'avenir, mais d'une certaine façon qui vient de soi. Absolument. Le problème de l'objectif, c'est que si j'ai l'objectif de faire telle chose, de faire tel dossier, tout le mouvement quotidien, voilà, j'ai ce projet de faire ce dossier dans 3 mois, tout le cheminement et toute ma vie pendant ces 3 mois ne compte pour rien, ne mérite pas d'être heureuse, puisque ce qui compte, c'est que dans 3 mois, j'ai obtenu là où je dois aller. Donc on annihile 3 mois de notre vie d'une certaine façon. Voilà. Et au fond, on passe toute notre vie comme ça, puisqu'après, à peine on a réussi, on a un nouvel objectif. Et donc, du coup, alors que ce que j'essaie de montrer, c'est très bien d'avoir le projet de faire le dossier, mais ça doit être un projet qui nourrit chaque jour de ma vie. C'est-à-dire, je le fais aujourd'hui, ah oui, je suis content, j'ai ce projet, par où je peux le faire de manière à que ça m'accomplisse, à que je sois heureux, à que j'apprenne de nouvelles choses. Et donc, ça change absolument tout. Mais c'est la une des phrases les plus connues de Rami Nachman de Braslov qui disait « Ne demande pas ton chemin, tu pourrais ne pas te perdre ». Et voilà une des grandes phrases magnifique. C'est acidique, c'est parce que si tu demandes ton chemin et que tu sais où aller, tu ne vas plus rencontrer de gens, tu ne vas plus rencontrer la vie. Et qu'au fond, on ne rencontre l'inattendu et l'extraordinaire que par surprise. Et au fond, si j'ai un dossier à faire pendant 3 mois, si je laisse comme projet, peut-être je vais changer complètement de manière de le faire. Et cette découverte va être passionnante. Tandis que si j'ai un objectif, je suis à fond comme dans un tunnel. La chose qui compte, alors je suis stressé et il faut que j'avance plus vite. Et ça ne va pas assez vite. C'est comme si prenons un autre exemple. Si vous pensez un joueur de tennis, si il n'est heureux que quand il atteint son objectif, il a gagné le match, il est heureux 30 secondes. J'ai gagné le match, c'est merveilleux, je suis heureux, il pleure. Et après 30 secondes ou peut-être 3 minutes, il sait déjà qu'il va avoir un nouveau match et qu'il va devoir rejouer. Donc son bonheur. Et si au contraire, son bonheur, c'est le fait de jouer. Il est content d'avoir gagné, mais au fond, ce qui compte, c'est il met ses chaussures le matin, il fait gris et il pleut, mais il les met quand même. Et il est content parce que, enfin, il n'est pas content c'est pas le bien-être, donc il n'a pas envie de se lever le matin, il fait froid, mais il est content parce que quand même, il progresse, c'est ça qu'il veut faire, il avance. Et au fond, il gagne la victoire, c'est bien, mais ce n'est que le signe que tout ce qu'il a fait avant était bien fait. Puis si il échoue, c'est peut-être le signe qu'il faut changer des choses et il continue l'aventure de son existence et la réussite ou l'échec temporel de telle ou telle chose n'est plus à ce point l'alpha et l'oméga de son existence, mais qu'un élément parmi d'autres. Et ce qui rend heureux, les gens pensent que ce qui rend heureux, c'est uniquement des sanctions extérieures, au fond. Mais non, ce qui rend heureux, c'est comment nous œuvrons et nous essayons de faire quelque chose de notre propre vie. Voilà,
quand je parle du devoir d'être heureux, c'est du devoir de faire quelque chose de sa propre vie. Nous avons eu le don de la vie, nous devons lui répondre. C'est presque Ça, une voilà. exigence éthique, le Voilà. bonheur. Il Voilà. y a une exigence éthique fondamentale d'être heureux. Et évidemment, c'est très mal entendu parce qu'on est prisonnier de l'idée, cette opposition absurde entre d'un côté, il y aurait l'égoïsme et de l'autre, l'altruisme. Alors que ça n'est pas juste, nous sommes justes pour autant que je suis juste envers l'autre comme je suis juste envers moi. Mais Fabrice Midal, alors sur ce point du projet, on pourrait vous faire une petite, vous challenger, vous faire une petite Allez-y, réflexion, c'est vous dire j'adore. que, voilà, vous dire qu'effectivement, on comprend bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire se donner des objectifs, c'est pas vivre, objectif versus projet, on sent bien. Mais alors, qu'on pourrait vous objecter, c'est de vous dire que finalement, les objectifs, parfois on se les donne à soi-même, on peut peut-être agir dessus, puisque c'est possible. Mais par contre, parfois, ce sont les autres qui nous les donnent. Par exemple, on est dans une entreprise, on est commercial, on nous dit il faut que tu fasses 50 000 euros ce trimestre, sinon tu es viré. Je vous donne un exemple. Oui, mais Et, il faut et là, le on est. prendre comme un projet. Il ne faut pas le Pardon? prendre comme un objectif, sinon on va se stresser, on va perdre nos moyens et on ne va pas y arriver. Ça, c'est absolument. C'est-à-dire que quand vous aidez un sportif de haut niveau, la chose principale, c'est qu'il arrête d'être obsédé par le match, mais que chaque coup qu'il fait, il ait du plaisir et le résultat vient après. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe et qui doit faire tant de chiffres, sinon il est viré, si vous lui dites tous les jours, ah, attention, si tu ne fais pas ce chiffre-là, tu vas être viré, vous allez lui enlever ses moyens, sa créativité, sa liberté. Ce n'est pas comme ça que vous allez du tout le motiver. Si vous voulez le motiver, il faut qu'il ait cet objectif, mais après, il faut qu'il sente qu'il a de la liberté pour essayer des choses, qu'il apprenne, qu'il avance. Donc, je dirais, au contraire, et on voit bien du reste qu'on réussit beaucoup mieux, c'est un autre chapitre, on réussit beaucoup mieux à atteindre ce qu'on doit atteindre en en jouant qu'en étant complètement serré par l'angoisse. Et on voit bien aujourd'hui l'augmentation du burn-out, l'augmentation de ce que les gens appellent le stress, qui vient justement du fait que tout est extérieur. J'ai des choses à faire et je m'instrumentalise moi-même pour réussir. Donc, absolument, le problème aujourd'hui, c'est que nous nous traitons nous-mêmes comme une start-up. Il faut qu'on augmente notre potentiel, qu'on gère nos émotions, qu'on maximalise nos rendements, mais on est un être humain. Là, il y a quelque chose de gravissime. Nous sommes en train de nier profondément notre humanité, c'est-à-dire la dimension spirituelle ou la dimension divine qui est au cœur de nos existences, pour nous réduire à une sorte de ressources qu'il faut potentialiser pour en tirer le rendement maximum. Je crois que c'est ça qui crée un problème. Alors, je sais que les gens sont un peu surpris parce que je renverse ce qu'on raconte habituellement. En général, on vous dit gérez votre stress pour être plus productif, calmez vos émotions, etc. Donc, on est absolument dans un discours qui semble évident. Dans tous mes livres, j'essaie de montrer que ce discours est la cause de nos problèmes, n'est pas la solution, mais la cause de nos problèmes. Parce que plus nous voulons gérer notre stress, plus nous irons mal. Pourquoi ? Parce que le stress ne peut pas se gérer comme un compte en banque. Je suis un être humain. Donc, c'est à partir du fait que je me relie à mon humanité que je peux me transformer. Et donc, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, nous nous instrumentalisons, nous ne nous écoutons pas, nous nous coupons de nos émotions, donc quelque chose qui, loin de nous apporter l'assurance, le confort et la joie que nous voulons, nous fait du mal. Prenons un exemple très simple. Je parlais à quelqu'un qui a fait un grave burn-out, qui était cadre dans une entreprise. Il me raconte qu'il a un problème de vue. Il va voir son ophtalmo. Son ophtalmo lui dit « Mais là, vous êtes en grand danger. Arrêtez-vous tout de suite. Ce n'est pas un problème oculaire. Vous êtes en train de faire un burn-out. Arrêtez-vous tout de suite. » Et il dit « Je n'ai même pas entendu ce qu'il m'a dit. Je suis reparti. J'ai roulé 10 heures. Le matin, je suis levé à 5 heures du matin
pour continuer comme de rien n'était en disant pourquoi il ne veut pas me donner un traitement. Et 2 jours plus tard, je n'ai pas pu me lever et ça fait 1 an et demi que je suis arrêté. Et là, on voit bien qu'est-ce qui se passe. Et l'instrumentalisation de soi-même, il n'était plus à l'écoute de rien, plus à l'écoute du monde, de ce que disait le médecin, plus à l'écoute de son propre ressenti, de ce qui l'anime. Et pourquoi? Parce qu'il voulait trop bien faire. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il ne se sacrifiait pas comme ça par je ne sais pas quoi, mais en voulant bien faire, en voulant tellement bien faire qu'il a atteint à la vie en lui. Et Fabrice c'est Midal, vraiment important. Il faisait certainement les choses par devoir. Il avait des traites, un crédit, une famille, et donc il avait absolument besoin de continuer ce job. Non. C'est ça qu'a fait. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le fait de travailler. Mes grands-parents, je vais vous dire, mes grands-parents, qui étaient tailleurs, travaillaient beaucoup plus longtemps que n'importe qui d'entre nous, travaillaient 12 heures par jour, ils ne faisaient pas de burn-out. C'était dur, mais ils ne faisaient pas de burn-out. Ils n'étaient pas pris par cette manière de s'instrumentaliser tout le temps. Ils n'étaient pas dans la gestion d'eux-mêmes. Ils étaient probablement leur propre patron. Mais ils travaillaient très dur, ils avaient beaucoup d'angoisse. Ce n'est pas le fait d'avoir un patron. Bien sûr, le management actuel est complètement dingue parce qu'il instrumentalise les êtres humains, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de confondre le fait qu'on a des choses à faire avec la manière de les faire. Ce n'est pas parce qu'on a des urgences que la manière que nous devons nous mettre la rate au courbouillon. Vous êtes en train de me dire, c'est parce que cet homme a beaucoup de boulot qu'il n'a pas d'autre solution que de se maltraiter, que de ne pas s'écouter. C'est absolument faux. Le résultat en est tant et si bien que maintenant, il est en arrêt maladie depuis 1 an et demi et qu'il ne voit pas comment il va reprendre le boulot, donc ça ne marche pas du tout. Donc il faut changer absolument d'approche. Nous adoptons par rapport à nos problèmes des attitudes et des stratégies qui, loin de nous donner une réponse, une solution, ne font qu'empirer le problème. Mais votre question éclaire un phénomène très important, c'est que nous, pris par la sorte de pression, nous sommes complètement binaires. C'est-à-dire, soit je fonce comme je fais, soit je ne fais plus rien. Alors évidemment, là, vous êtes coincé. Si la solution, c'est je fonce encore plus, je m'instrumentalise encore plus, je me pousse encore plus, ou alors je ne fais plus rien, eh bien, évidemment, là, vous êtes coincé, vous ne voyez pas ce qu'il faut faire. Mais tout l'enjeu de mon livre, c'est de montrer, mais non, c'est une fausse alternative. Entre les deux, il y a une autre manière de faire les choses, en réussissant beaucoup mieux, mais en arrêtant cette peur totale de l'échec, cette culpabilité, la honte, l'instrumentalisation de soi-même, le fait de sentir qu'on est comme un métro qui doit avancer, qui ne regarde rien, ne pas voir les situations, fermer, couper nos antennes. Non, nous avons besoin de nos antennes, nous avons besoin de sentir, nous avons besoin de curiosité, nous avons besoin d'inventer pour pouvoir faire face aux défis que nous avons chacun d'entre nous, auxquels nous avons chacun d'entre nous à faire face. Fabrice Midal, justement, vous dites quelque chose de très intéressant à un moment, parmi tous les conseils que vous nous donnez. Et on a tendance, spontanément, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on doit résoudre un problème ou lorsqu'on a un objectif particulier, de nous focaliser complètement là-dessus. Et vous l'avez dit, de ne penser qu'à ça. Et vous nous dites, et ça aussi, c'est quelque chose qui finalement est moins difficile à faire peut-être, vous nous dites, sachez faire un pas de côté. C'est-à-dire à un moment donné, sachez lâcher cette question, ce problème, cet objectif. Sachez faire quelque chose de complètement différent et vous reprendrez les choses de façon complètement latérale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe, mais peut-être qu'on ne le fait pas assez systématiquement. On a tendance à se focaliser sur un problème ou sur une douleur. Ou ça peut être aussi une douleur, une souffrance, un deuil, une angoisse. C'est normal, devant un problème, on veut le résoudre.
et on ne pense plus qu'à notre problème pour le résoudre. Et malheureusement, au bout d'un moment, l'obsession de résoudre le problème, c'est ça c'est tout à fait au cœur des textes de Kafka. Plus je veux résoudre mon problème, c'est ça le procès de Kafka, voilà, quelqu'un vient, il pourrait laisser tomber, mais son obsession à montrer qu'il est innocent ne fait qu'envenimer de plus en plus les choses. Et Kafka est absolument, pour moi, un des auteurs les plus essentiels auxquels je reviens sans cesse, parce qu'il montre parfaitement ce qui se passe. C'est, je ne vois pas comment je vais comme on dit dans le langage, lâcher prise, et donc soit je lâche prise, mais je ne peux pas, parce que là, il y a un vrai problème, ou alors je m'entête, et plus je m'entête, pire ça va. Si je lâche prise, c'est pas bien, je démissionne, je ne peux pas lâcher prise, et donc je ne vois pas comment faire. Et au fond, ce que j'essaye de penser, mais c'est ce pas de côté hors de cette fausse alternative qui est catastrophique. Et on le voit bien, par exemple, quand là, je m'appuie beaucoup sur le travaux de tout un courant de pensée qu'on appelle le courant de Palo Alto, qui sont un ensemble de thérapeutes, d'anthropologues qui, dans les années 60, ont essayé de réfléchir à la logique de la communication et ont montré que souvent, le problème de la communication, c'est justement qu'on est enfermé comme dans un tunnel. Vous voyez, et on est pris par des injonctions contradictoires qui nous rendent fous. Au fond, le problème, c'est les injonctions contradictoires. Les injonctions contradictoires, c'est je demande une chose et son contraire, et voulant bien faire, je n'y arrive pas et j'explose en vol. La fameuse histoire juive de la mère qui offre à son fils une cravate rose et une cravate bleue le soir. Le lendemain, son fils met la cravate rose, elle lui dit « Ah, tu n'aimes pas ta mère, pourquoi tu ne mets pas la cravate bleue? Elle ne te plaît pas. » Donc, ouais, et donc, quoi qu'ils disent, il est coupable. Alors là, c'est rigolo. Mais dans la vie aujourd'hui, nous sommes pris de la même manière. C'est-à-dire, on nous dit surtout arrêtez de consommer, sauver la planète, mais il faut absolument consommer, sinon l'économie ne va pas fonctionner. On dit aux médecins partout, il faut prendre soin davantage du patient et de la relation au patient, mais il faut qu'on soit pris dans des rendements tels que vous ne pouvez pas avoir le temps de créer un lien fort avec le patient. Donc, on est pris dans des injonctions contradictoires, on veut bien faire, et donc, pouf, ça explose. Et donc, il faut absolument réussir à faire un pas de côté pour voir la situation sous un autre angle. Mais en fait, c'est ce qu'on fait souvent dans la vie quand on parle à quelqu'un, on lui dit voilà le problème, qu'est-ce que tu penses? Et souvent, il emmène un regard, une solution qu'on ne voyait pas, pris qu'on était, parce que par cette double contrainte qui nous aveugle. Alors, on n'a pas le temps de montrer, mais le livre est plein d'exercices tout à fait pratiques que je donne. Oui, c'est un livre très pratique. À chaque fois, il y a un exercice, une citation, voilà, des questions. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est un livre où je vous posais la question, c'est ce que vous êtes professeur? Il n'est pas du tout professoral, mais il donne un certain nombre d'indications qu'on peut essayer de suivre, qui sont tout à fait concrètes. Je fais beaucoup. L'essentiel de mon travail, c'est hormis les livres, c'est de faire beaucoup de cours en ligne pour aider les gens. Donc, les gens pourront voir sur mon site internet si ça les intéresse. Et donc, c'est des cours de quoi que vous faites? Des cours de bonheur? Oui, des cours qui ont à la fois du bonheur, un peu de philosophie, des exercices pratiques qui viennent de différentes traditions thérapeutiques, un rapport à la méditation, plein de choses qui créent. Voilà, et mes livres naissent beaucoup de ces cours parce qu'il y a des milliers de gens qui les suivent. Et donc, je suis nourri de leurs questions, leurs problèmes, les défis que chacun a. Évidemment, donc mes livres ne sont pas faits par une sorte de prof qui vit qui vit hors sol, mais beaucoup au contact de milliers de gens qui me font part de leurs difficultés sur le terrain, et je me nourris évidemment de et ça. Ça sent dans votre livre, Fabrice Midal, que vous ne vous nourrissez pas que de vous-même, mais vous nourrissez beaucoup des réflexions extérieures, de gens qui disent des choses extrêmement fortes, que vous avez cette qualité, cette espèce de don d'aller collecter une espèce de sagesse collective. Des gens qui vous disent, comme cette mère tout à l'heure, qui avait cette vision tout à fait juste sur son fils, alors qu'on pouvait penser qu'elle était dans le deuil, mais le deuil
n'empêchait pas la lucidité. Et vous donnez des exemples dans ce livre qui sont assez rassurants, de gens qui ont des réflexions extrêmement intéressantes et extrêmement sensées. Et d'une certaine façon, vous les collectez, vous les appropriez et vous nous les rétrocédez. C'est ça. J'essaye de partir aussi de plein de bon sens. J'essaye souvent de Et le repérer. bon sens, c'est la chose du monde. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée selon vous. Il suffit d'aller la chercher. Elle est C'est pas ça, et de se libérer. Là, vous faisiez allusion à Descartes, mais c'est tout à fait clair, de se libérer des préventions et des préjugés qui nous empêchent d'avoir du bon sens. Parce que voilà, c'est ça qui se passe. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dit Descartes, mais malheureusement, on en fait mauvais usage et on le perd à cause des préjugés et des préconceptions. Et là, on en a nommé plusieurs. La préconception qu'il faut se sacrifier, la préconception que le bonheur doit être un état idéal, la préconception que le bonheur, c'est d'atteindre son résultat indépendamment du chemin qu'on prend pour l'accomplir. Et donc, c'est tout ça que j'essaye de libérer des idées reçues pour trouver des choses, au fond, qu'on se doute. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais en lisant mon livre, les gens me disent souvent « Ah, mais je sentais que c'était ça, mais je n'arrivais pas à le formuler. » On n'arrive pas à le formuler parce que voilà, on est pris par toutes ces illusions qui aujourd'hui entravent, voilà, qui nous entravent aujourd'hui. Ouais. Non, on n'arrive pas à le formuler, ou alors on n'en a pas forcément conscience, parce qu'on a tous vécu le moment où on était sur un problème, par exemple, pour reprendre cette question-là, et puis après, on a laissé tomber pour une raison, on est revenu, et d'un seul coup, on a vu le problème différemment, et on a réussi à le résoudre. Et ça, vous le théorisez, c'est-à-dire que vous Oui. dites, voilà, oui, c'est vrai, et je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Oui, ça c'est tout à fait important. C'est tout à fait important que nous nous trompons aussi. On pourrait dire, on se trompe, on croit que c'est par une sorte d'entêtement qu'on va réussir à résoudre une difficulté. Et l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, j'ai perdu le professeur de philosophie avec qui j'avais un lien très fort, avec qui j'étudiais depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je voulais lui rendre hommage. J'avais organisé une soirée d'hommage. Et pendant, j'avais une semaine et tous les jours, je me disais, il faut que j'arrive à dire quelque chose. Et je n'arrivais absolument pas à dire quoi que ce soit. Et c'est en abandonnant, pas de dire quelque chose, mais de dire, là, j'arrive pas pour l'instant, que d'un seul coup, c'est venu. Et une nuit, je me suis réveillé et ça y est, je savais comment le faire. Et on a tous vécu des expériences comme ça, que ça ne veut pas dire que tout le travail que j'ai fait pour essayer d'être à la hauteur, de trouver des choses à dire, était inutile. Au contraire, tout ce travail était important. Mais à un moment, il faut abandonner qu'on va tout contrôler pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Et au fond, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est qu'en voulant tout contrôler, nous nous privons de ressources qui existent en nous que nous ne soupçonnons pas. Et ça, c'est par exemple, si les gens ont des adolescents ou des adolescents m'écoutent et qui doivent passer des examens, c'est la même, ou on doit passer un entretien d'embauche, c'est la même chose. Plus on veut tout contrôler, plus on perd ses moyens. Qu'à un moment, ce qu'il faut, c'est la présence d'esprit. Et si vous avez des enfants qui passent un examen, vous allez leur dire la veille au soir, surtout ne révise pas, va plutôt courir un peu et te changer des idées, tu seras plus en forme demain et tu auras plus de présence d'esprit. Parce que si tu travailles, tu risques de faire un hors-sujet demain, ou si vous passez un entretien d'embauche, vous avez tellement pensé à tout ce que vous devez dire que vous n'allez pas être vous-même et au fond, vous n'allez pas manifester vos vrais dons. Et donc, vous voyez, à nouveau, je crois que c'est s'ouvrir à tout ce qui nous habite qui rend heureux. On n'est pas heureux parce qu'on contrôle tout, on est heureux parce qu'on accepte justement que l'être humain ne peut pas tout contrôler. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas tout contrôler. Enfin, c'est même pas sûr que Dieu contrôle tout. En tout cas, il n'est pas Dieu, il ne peut pas tout contrôler. Il faut qu'il assume de devoir faire la paix avec son humanité. Et je crois là aussi qu'une des grandes leçons du judaïsme, c'est de nous apprendre à faire la paix avec notre humanité. Et j'ai l'impression que nous vivons dans un temps où nous sommes coupables d'être des êtres humains, que nous devrions être des machines et des robots qui n'ont plus d'état d'âme et qui
et qui avancent comme sur une autoroute et ne disent plus rien. Et je crois que ça n'est pas tenable. Alors, Fabrice Midal, parmi les choses qui nous empoisonnent la vie, vous avez des très très belles pages sur la culpabilité. Je suis un expert en culpabilité. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes un Juif. expert. Alors, je sais pas là, ça c'est peut-être très juif ou c'est très Juif Ashkénaze surtout là. Ouais, c'est Ashkénaze. Juif Ashkénaze, waouh. Et bon Dieu, c'est dur quand même de se débarrasser de la culpabilité. Très. Ce que j'essaie de montrer, c'est que 1% de notre culpabilité, c'est les conneries qu'on a fait. Et quand on a fait une connerie, on peut la réparer. On peut demander pardon, on peut s'excuser. J'ai pas été sympa avec quelqu'un. C'est facile. Enfin, c'est facile. Ça demande du travail, mais c'est possible. Mais 99% de notre culpabilité n'est absolument pas due à ce que nous avons fait. Alors déjà, je trouve que c'est complètement dingue. Moi, ça a été un choc de réussir à comprendre tout ça. Nous sommes coupables de choses que nous n'avons pas faites. Alors c'est complètement... un enfant dont les parents divorcent a le sentiment que c'est de sa faute. Et il est pour rien, mais il croit que c'est de sa faute. Donc, la culpabilité, dans la plupart des cas, ne vient pas d'une erreur que j'ai faite, mais du fait que c'est comme si j'intégrais en moi quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi. Les enfants qui sont battus ont le sentiment qu'ils le méritent, au lieu de se rendre compte que, mais non, mon parent est juste, mon père qui me frappe est juste complètement en train de déconner et porte atteinte à mon intégrité. L'enfant ne pense pas du tout comme ça, il se dit, sans doute, c'est quand même de ma faute. Il souffre et il pense que c'est quand même de sa faute. Et justement, pourquoi ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est déjà lumineux. Allons pas à pas. Déjà, c'est complètement un grand soulagement. On n'a pas fini de boulot, je suis d'accord, mais c'est déjà un immense soulagement de me rendre compte que ce n'est pas parce que je me sens coupable que je suis coupable. Que souvent, le fait que je me sente coupable est le signe que je suis innocent. Et du reste, les gens qui sont coupables ne se sentent pas coupables. Quelqu'un vous vole votre téléphone dans la rue, vous dites « Ah merde, c'est de ma faute, je ne l'ai pas assez bien rangé. » Et le type qui l'a volé trouve qu'il a tout à fait bien fait. Vous voyez, c'est complètement dingue. Le type qui l'a volé ne se sent pas coupable, et c'est comme si vous absorbiez la culpabilité du coupable vous-même. Alors, voilà. Alors que vous n'êtes pas coupable d'avoir pris votre téléphone dans la main. Donc, et ça, Fabrice Midal, c'est très compliqué de... Regardez la culpabilité des survivants de la Shoah, par exemple. Oui, ben c'est très important. Il y a eu des milliers de morts, il y a eu des milliers de morts, et moi, je m'en suis sorti. Je suis le seul parmi des milliers de familles. Et ça c'est quand même très profond. On fait quoi? Cette culpabilité, c'est presque inhérent à la vie. Je pense que c'est déjà très important sans prendre le cas aussi extrême de celui-là, mais qui est important, mais déjà dans notre vie de tous les jours, je crois que c'est très, très important de revenir pourquoi je me sens coupable alors que je ne le suis pas. Ben, c'est quand même très libérant, parce que si vous pensez que vous êtes coupable et qu'en plus vous êtes coupable, comment vous voulez vous en libérer? Donc déjà, là, c'est vraiment... c'est vrai, je pense que c'est quand même extrêmement libérateur de se rendre compte que nous sommes coupables, que quand nous nous sentons coupables, presque toujours, nous ne le sommes pas. Et que, parce que déjà là, vous vous libérez de quelque chose d'important. Alors après, on n'a sans doute pas le temps. Dans le livre, j'essaye de décrire après comment on fait pour se libérer de la culpabilité. Il y a beaucoup de choses dans votre livre auxquelles je renvoie les auditeurs. Mais effectivement... Oui, parce qu'après, voilà, c'est la première étape. Après, il s'agit d'arriver à comprendre pas à pas comment on peut faire avec cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle cache, cette culpabilité, comment retrouver, et donc comment retrouver confiance en soi-même, retrouver place avec soi-même, comment accepter de ne pas être tout puissant. Enfin, il y a plein ici d'éléments. Alors, Fabrice Midal, on arrive à la fin de cet entretien. Bien évidemment, on a parlé de quelques points. Il y en a beaucoup d'autres dans votre livre. Je rappelle tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Il y a quelque chose que j'ai retenu parmi d'autres, mais chacun retient un petit peu peut-être ce qu'il veut. Ce qu'il a besoin. Ce dont il a besoin ou par rapport à ce qu'il a. Et moi, une des choses que j'ai retenues en fermant ce livre, c'est il ne faut jamais renoncer à être libre. Ah oui. Oui, il ne faut jamais renoncer à être libre. Il faut toujours
nous avons le devoir, là, il y a un vrai devoir d'essayer d'être libre, de se libérer de ce qui nous enferme, de réinventer notre vie. On n'est pas libre une fois pour toutes. Être un être humain, c'est toujours inventer comment être libre, qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Être humain, c'est répondre aux dons de la vie que nous avons, qui nous donne une responsabilité infinie. Et au fond, la liberté, c'est répondre à cette responsabilité infinie. Sentir que nous avons porté notre vie et que ce que nous avons fait a fait du bien à ce monde. Et je pense que quand les gens arrivent à la fin de leur vie et qui se tournent, ce qui les rend heureux et qui les met en paix, c'est d'avoir le sentiment d'avoir accompli leur tâche sur cette terre. Et je crois que oui, être heureux, c'est accomplir sa tâche sur cette terre. Ce n'est pas passer son temps à la piscine à se faire bronzer. Non. Là, il y a une illusion dont il est temps de nous délivrer. Ce n'est pas ça qui nous rendra heureux. Ce qui nous rendra heureux, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de juste et d'important dans ce monde qui a besoin de nous. Parce qu'au fond, ce qu'on oublie, parce qu'on se sent nul, on ne sent tellement pas grand-chose, mais le monde a besoin de chacun d'entre nous. Et là aussi, c'est une grande leçon du judaïsme. Oui, il n'y a pas de hiérarchie. Dieu a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Ça, c'est dans la Kabbale. Ouais. Oui, et qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est aussi une grande idée juive, qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chaque être humain, en tant qu'il est humain, a son rôle à apporter à ce monde. Et souvent, on me demande qu'est-ce qui pourrait faire que le monde aille mieux. Moi, je ne crois pas du tout dans les grandes théories, parce que sinon, on en aurait, depuis que les hommes sont là, on l'aurait eu, la grande théorie. Mais je crois que c'est l'œuvre de chacun. C'est le boulanger qui dit bonjour aux gens et qui fait le mieux possible son pain. C'est le banquier qui a un vrai souci éthique dans ce qu'il fait. Chaque personne peut, là où il est, faire que ce monde soit un peu plus habitable. Et c'est pour inviter chacun à faire cela que j'essaie, moi aussi, d'apporter ma pierre à ce monde. Fabrice Midal, merci d'être venu au micro de Pilpoul. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. C'était Pilpoul, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.